Vous êtes en train de produire les états financiers de votre entreprise, les comptes annuels pour rendre compte de l'activité de l'exercice écoulé qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Et puis vous recevez deux nouvelles informations importantes, à savoir par exemple que le 28 janvier, un incendie s'est déclaré dans l'usine de l'entreprise et puis a détruit 20% de l'équipement de production. Une autre information importante, c'est que le 5 février, l'un de vos clients a malheureusement fait faillite. No! No! Qu'allez-vous faire? Allez-vous reconsidérer les chiffres de vos états financiers dans le but d'intégrer ces deux nouveaux événements afin de refléter davantage la situation financière de l'entité au terme de l'exercice? Ou allez-vous vous dire, les comptes étant figés au 31 décembre de l'année N, eh bien il n'y a plus rien à faire étant donné que ces événements sont postérieurs, ultérieurs à la clôture? Voilà un peu un dilemme dans lequel un professionnel de la comptabilité peut se trouver. Et le but de cette vidéo, c'est de clarifier la notion d'événements postérieurs à la clôture des comptes et voir ce qu'il convient de faire en fonction des différentes situations dans lesquelles on peut se trouver. Pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle ici un événement postérieur à la clôture des comptes? D'après l'acte uniforme, un événement postérieur, c'est un événement comptable, bien entendu, favorable ou défavorable qui va se produire entre la date de clôture qui est fixée au 31 décembre de l'année N et la date d'arrêté des comptes. Comme on va le voir d'ailleurs par la suite, c'est un organe juridiquement compétent qui arrête les comptes de l'entreprise, qui les valide et qui autorise ainsi que ces comptes puissent être publiés. Dans le cadre du support PDF que je vais vous laisser à la fin de cette vidéo, dans la description, il y aura un lien pour télécharger le support PDF pour reconsidérer encore toutes ces notions qu'on va voir dans le cadre de cette vidéo. Il y a une frise chronologique pour pouvoir mieux intégrer cette notion d'événement postérieur à la clôture. Mais d'entrée de jeu comme ça, je préfère vous dire que le principe comptable qui va nous guider dans le traitement des événements postérieurs à la clôture, c'est le principe de spécialisation des exercices. C'est-à-dire que ce principe voudrait qu'on ne rattache à un exercice que les produits et les charges qui correspondent à cet exercice et cela seulement. Donc c'est le grand principe ici, c'est la grande règle comptable qui va nous guider dans le traitement comptable qu'il convient d'effectuer pour les événements postérieurs à la clôture. Voici la frise chronologique dont je parlais là tout à l'heure pour nous permettre en fait de mieux intégrer la notion d'événements postérieurs à la clôture. Au cours de l'exercice qui va du 1er janvier au 31 décembre de l'année N, on va tout simplement enregistrer les opérations de l'entreprise, n'est-ce pas? Et puis, le 31 décembre marque la fin de l'exercice et c'est la date de clôture des comptes fixée ainsi par l'acte uniforme relatif au droit comptable. Maintenant, les événements postérieurs à la clôture sont des événements qui vont se produire entre le 31 décembre, qui est la date de clôture, et la date d'arrêté des comptes. L'acte uniforme estime que la date d'arrêté des comptes doit se situer au plus tard au 30 avril de l'année N. Et comme on venait de le dire, arrêter les comptes signifie les valider et autoriser que ces comptes puissent être publiés et portés à la connaissance, n'est-ce pas, des actionnaires qui sont les destinataires privilégiés de l'information comptable. Donc les événements qui vont se produire entre le 31 décembre et la date d'arrêté des comptes sont les événements dits postérieurs à la clôture. Et puis plus tard, le 30 juin au plus tard, qui est la date limite ici fixée par l'acte uniforme, ces comptes vont être approuvés par les associés ou par les actionnaires si nous sommes ici dans une société anonyme, lesquels vont donc en assemblée générale voter des résolutions parmi lesquelles l'affectation du résultat, si c'est un bénéfice, eh bien ce bénéfice pourra être affecté en réserve légale, réserve statutaire, réserve libre. Et si les actionnaires le veulent, le décident, ils peuvent également affecter, n'est-ce pas, ce résultat en dividende pour récompenser ainsi, eh bien, les apporteurs de capitaux. Mais ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, ici, c'est les événements postérieurs à la clôture, qui sont des événements qui vont se produire entre le 31 décembre et tout simplement la date d'arrêté des comptes. Comment donc comptablement ces opérations peuvent être prises, n'est-ce pas, en compte? On va distinguer deux grands types d'événements. Premièrement, ce sera les événements qui vont confirmer des situations qui existaient dans les comptes au 31 décembre de l'année N. C'est-à-dire ici que c'est des événements qui vont être le prolongement, la suite de
ce qui s'est déjà réalisé au sein de l'entité, de ce qui a déjà affecté la situation économique de l'entreprise au cours de l'exercice. Et ces événements-là, quelle sera leur issue? Ces événements vont faire l'objet d'un ajustement des montants qui sont donc comptabilisés dans les états financiers. On va voir quelques exemples pour mieux comprendre et mieux cerner cette notion d'événement confirmant des situations existantes au 31 décembre de l'année N. Premier exemple, ce sera la décision d'un tribunal, n'est-ce pas, après la clôture, qui condamne l'entreprise à verser des dommages et intérêts dans le cadre d'un litige qui l'opposait à l'un de ses fournisseurs depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'on était en litige avec un fournisseur, on avait peut-être déjà comptabilisé une provision pour ce litige-là. Et après le 31 décembre, on a une nouvelle information, à savoir qu'on a été condamné par le tribunal. Ce qui va nous conduire à faire quoi? À réestimer la provision qui était déjà dans les comptes. Donc on est ici vraiment dans le cas typique d'un événement qui confirme une situation, un litige qui existait déjà dans nos comptes. Deuxième exemple, ce sera la réception après la clôture de l'exercice d'informations sur la faillite d'un client. On avait déjà une créance client dans nos comptes au 31 décembre et puis on découvre plus tard que ce client a fait faillite. Ça veut dire qu'il ne pourra plus nous rembourser. On va déprécier tout simplement la créance qui existait au bilan, étant donné que on est là dans une situation déjà existante au cours de l'année et qui va se prolonger. On a une nouvelle information irrelative qui va détériorer la créance en question plus tard, n'est-ce pas? Et qu'on appellera, comme on est en train de le voir depuis le début de cette vidéo, événement postérieur à la clôture. Troisième exemple, c'est la vente de stock après la date de clôture et qui va donner des indications sur la valeur nette de réalisation, n'est-ce pas, à la date de clôture de l'exercice. C'est-à-dire qu'on a des stocks au 31 décembre et plus tard, ces stocks sont vendus mais à un prix inférieur au coût. Ça nous permet de comprendre que le stock doit être déprécié dans notre bilan et on va donc ajuster la dépréciation de ce stock. Donc là, c'était pour le premier type d'événement qui confirme ici des situations existantes au 31 décembre. Deuxième type d'événement, c'est les événements qui indiquent des situations nouvelles apparues postérieurement à la clôture. Donc la situation n'existait pas du tout au 31 décembre, elle est carrément nouvelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va distinguer deux situations. Remise en cause de la continuité d'exploitation ou non remise en cause de la continuité d'exploitation. Remise en cause de la continuité d'exploitation signifie que l'activité même de l'entreprise dans le temps, il n'est plus certain en fait que l'entreprise va continuer son activité dans le temps. Donc probablement, elle va interrompre, elle sera en cessation d'activité. Conséquence, les comptes doivent être présentés en valeur liquidative. Donc on va établir les états financiers, étant donné que la continuité de l'activité de l'entreprise est compromise. On va établir les états financiers au prix de liquidation. On va réestimer les différents éléments d'actifs et de passifs et puis mettre les éléments dans les comptes en valeur liquidative. Mais si la continuité de l'exploitation n'est pas remise en question, on ne modifiera pas les états financiers, on ne touchera pas au bilan, on ne touchera pas au compte de résultat ni au tableau de flux de trésorerie. Ce qu'on va faire, si l'événement a un impact significatif, on va tout simplement porter une mention dans les notes annexes. Donc là, c'est pour les événements qui correspondent à des situations nouvelles qui surviennent après le 31 décembre. On vient de voir le traitement comptable approprié. Une petite explication complémentaire sur le caractère significatif des événements, c'est que si on ne donne pas d'indication sur ces événements dans les notes annexes, ça pourrait nuire ou influencer les décisions que les utilisateurs auraient prises, n'est-ce pas, si cette information avait été portée à leur connaissance. Là, c'est pour comprendre bien, lorsqu'on parle de caractère significatif, c'est tout simplement l'influence, le jugement que ça peut avoir sur la personne qui lit les états financiers. Et l'information qui doit être portée en annexe, pour le cas échéant, ce sera la nature de l'événement. Donc, on va donner des informations sur ce qui est arrivé et deuxièmement sur l'estimation de son impact financier. Mais si on est incapable, il peut arriver des situations où on ne peut pas estimer quelle est l'incidence financière de cet événement-là. On va donner tout de même en annexe la raison pour laquelle on ne peut pas, n'est-ce pas, pour donner des chiffres sur, des informations chiffrées, sur cet événement en question. Voyons quelques exemples pour illustrer ce deuxième cas où on a des situations nouvelles qui n'ont rien à voir avec l'exercice écoulé. Ce sera par exemple un incendie qui détruit une partie importante de l'outil de production,
un regroupement d'entités qui va se traduire peut-être par une absorption, une fusion, une cession de filiales, l'annonce ou la mise en œuvre d'un plan de restructuration, le début d'un litige important résultant uniquement d'événements survenus après la date de clôture ou l'annonce d'un plan pour abandonner une activité. Donc là, c'est des événements carrément nouveaux et qui, s'ils sont significatifs, vont tout simplement être portés dans les notes annexes du moment où cela ne remet pas en question la continuité d'exploitation. Voyons quelques applications pour mieux comprendre et illustrer tout ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est la société Vidéo Entrepreneur qui évalue au 31 décembre de l'année N ses stocks de marchandises en utilisant la méthode coût moyen pondéré à 200 millions dans un contexte de récession et d'autres tendances négatives du marché. Les stocks dépréciés n'ont pas pu être vendus en janvier et l'entité vend enfin le 5 février ses stocks de marchandises pour 140 millions. La date d'arrêté des comptes est fixée au 15 mars N+1. Voici vraiment un bon exemple où on a un événement qui va survenir donc entre la date de clôture qui est le 31 décembre et la date d'arrêté des comptes qui est le 15 mars. Et puis, l'information nouvelle, c'est quoi? C'est que les stocks en réalité ont une valeur de réalisation inférieure à leur coût qui est au bilan. On a un coût de 200 millions et on vend à 140 millions. Ça signifie que voilà, la différence de prix, c'est la perte sur ce stock-là est de 60 millions. Donc, il est clair que les stocks étaient présents dans l'entreprise au 31 décembre. Ici, la vente vient confirmer une situation existante au 31 décembre, à savoir que le stock était dans le patrimoine de l'entité. Que vaut donc ce stock dans le patrimoine de l'entité au 31 décembre? Ce n'est pas 200 millions. Ce sera 200 millions avec une dépréciation de 60 millions qui est dans la différence entre le coût et son prix de vente. Et dans le cas d'espèce, il convient tout simplement de revoir la valeur du stock en comptabilisant une dépréciation et de présenter donc une valeur nette du stock au bilan de 140 millions. Deuxième exemple, c'est la société Vidéo Entrepreneur qui clôt son exercice donc au 31/12 de l'année N. Et puis un incendie qui survient fin janvier N+1 et détruit un atelier représentant 20% de la capacité de production. Les dommages sont estimés à 150 millions mais ne remettent pas en cause la continuité d'exploitation. Là, ici, on a un événement qui correspond à une situation nouvelle. On n'avait rien dans les comptes au 31/12N relatif à cet incendie. On ne soupçonnait même pas qu'on pourrait avoir un incendie. Mais cet événement a un caractère significatif, donc c'est important que les lecteurs des états financiers soient au courant, n'est-ce pas, de cette information. Étant donné que la continuité de l'activité de l'entreprise n'est pas remise en question, on ne va rien comptabiliser, mais on va tout de même faire une mention de ce qui s'est produit dans les notes annexes. Troisième exemple, c'est la société Vidéo Entrepreneur qui clôt son exercice le 31/12 de l'année N. Et puis en février, N+1 débute un litige peu important, résultant d'événements survenus après la date de clôture. Et la date d'arrêté des comptes s'est fixée au 20 avril de l'année N+1. Donné ici dans le cas effectivement d'un événement postérieur à la clôture parce qu'il se déroule entre le 31 décembre et la date d'arrêté des comptes, mais l'événement n'a pas un caractère significatif. Il n'est pas vraiment pertinent d'en faire mention, n'est-ce pas, dans les notes annexes. En revanche, le rapport de gestion du conseil d'administration peut comporter cet événement-là. Quatrième exemple, on a un litige au tribunal du travail qui est provisionné au passif du bilan pour au 31/12 de l'année N pour un montant de 50 millions et le conseil d'administration a arrêté les comptes le 15 avril. Une décision du tribunal intervient le 30 mai condamnant la société à verser 75 millions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, nous ne sommes pas dans un événement postérieur à la clôture, mais plutôt postérieur à l'arrêté des comptes. Est-ce qu'en réalité, on peut encore faire quelque chose? Non, pas du tout. On a vu ici que les comptes sont arrêtés le 15 avril et on sait que le délai légal, la date limite légale est le 30 avril. Et puis l'événement que nous sommes en train d'analyser survient bien après le 30 avril, à savoir le 30 mai. Donc cette information n'est pas, ou alors l'événement n'est pas survenu suffisamment tôt pour nous permettre de réestimer le montant de la provision qui est inscrit ici au bilan. On ne pourra hélas rien faire du tout, à l'impossible, nul n'est tenu, donc on ne pourra pas comptabiliser voilà, une provision complémentaire pour refléter cette décision du tribunal du travail dont les états financiers ne seront pas tout simplement ajustés. Dernier exemple. Bon, j'ai un petit problème avec l'enregistrement. Là, vous ne l'aurez pas en visuel. C'est une entité, en fait, qui détient un portefeuille de titres à la clôture et va constater une chute des cours de bourse au cours du mois de janvier. Alors, est-ce que ces titres-là doivent refléter la chute des cours qui se déroule ici au mois de janvier? Nous disons non.
les titres doivent être valorisés au cours de bourse existant au 31 décembre. Ce qui signifie que s'il y a une chute des cours, ça n'a rien à voir avec la situation existante dans les comptes au 31 décembre. C'est un événement nouveau correspondant à une situation nouvelle. Si cette chute des cours a un caractère significatif, il faudra bien entendu faire mention de cette chute des cours dans les notes annexes et si possible, donner l'estimation de l'impact significatif sur la situation financière de l'entité. Je pense qu'on a été assez clair dans le cadre de cette vidéo sur les événements postérieurs à la clôture des comptes et que prochainement, si tu es en train d'élaborer tes états financiers, tu n'auras pas de mal à intégrer ces différents événements dans tes états financiers. Et tu peux également télécharger, n'est-ce pas, dans la description, le support PDF qui te permettra de revoir à tête reposée toutes ces notions-là. Il y a également un lien pour avoir accès aux états financiers automatisés qui permettent donc de produire automatiquement le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et les 36 notes annexes. Et je te dis tout simplement à très bientôt sur la chaîne de référence du Sisquadra Revisé.